C'est bon? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Midi Minatech by Giant du 24 novembre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Steiler, professeur à Grenoble École de Management, qui est titulaire de la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Il va nous présenter donc sa conférence intitulée « Guerre ou paix économique, quel choix face aux crises à répétition ?» Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler d'un sujet qui, dès l'entrée dans la salle, m'a été renvoyé sur une question de base. Est-ce que les deux sont compatibles, paix et économie? Je vais vous poser une première question. Vous pouvez répondre si vous voulez. Si vous ne répondez pas, regardez ce qui vous traverse l'esprit quand je vous pose la question. La question, ce n'est pas une question, c'est une phrase que je vous demande de compléter. Qui veut la paix prépare. Merci. On va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va s'appuyer sur les représentations que nous nous faisons socialement de c'est quoi la vie, c'est quoi être humain, c'est quoi faire société, c'est quoi faire entreprise. Qui veut la paix prépare la guerre est une représentation construite, principalement occidentale, qui nous a fait croire petit à petit, au point de l'intégrer de façon automatique, puisque vous avez répondu sûrement de façon automatique, que si vraiment je veux être en paix, j'ai tout intérêt à préparer la guerre. Alors je vais témoigner d'une première chose. J'ai été dans ma carrière pilote de chasse de l'aéronaval. Je me suis préparé à la guerre, donc, si je prends le début de la phrase, qui veut la paix prépare la guerre, la fin de la phrase, je me suis préparé à la guerre pendant 7 ans. La première chose dont je vais témoigner pour pouvoir parler de la paix, c'est quand vous vous préparez à la guerre, au bout de 7 ans, vous êtes prêt à la guerre. Mais vous n'êtes pas prêt à la paix. Si j'éduque un être humain à une compétence particulière, à la fin de son éducation, vous êtes d'accord avec moi, il est prêt à sa compétence, il n'est pas prêt à l'opposé de sa compétence. D'où la question qui va apparaître et d'où l'intitulé de cette chaire UNESCO qui s'appelle « Pour une culture de paix économique ». Si je veux des managers, des leaders qui soient dans la politique, dans l'économie, dans la santé, dans ce que vous voulez, qui soient capables de maintenir une culture pacifiée, et on va en parler, c'est pas si simple que ça, alors il va falloir que j'ai des enfants, des adolescents, des étudiants et des jeunes managers que j'éduque à des comportements pacifiés. Sinon, ça va être bien compliqué. Ce transparent, il continue sur les représentations. Il est réel, et je vous demande de ne pas juger ce que je vais dire. Je vous demande encore une fois de faire effort, de regarder à l'intérieur de vous où est-ce qu'est inscrit la petite anecdote que je vais vous raconter. C'était il y a quelques années, j'arrive sur un parking pour faire une conférence à des médecins du travail et je reçois un message via Twitter à l'époque d'un monsieur que je ne connais pas qui me dit « Cher professeur, vous êtes certainement excellent sur les questions de bien-être au travail, mais moi, dirigeant d'une entreprise, je peux vous assurer que pour faire des affaires, il faut accepter qu'il y ait du sang sur les murs. » Vous l'avez? Vous l'avez à l'intérieur? Parce qu'elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, notre modèle éducatif est principalement centré sur un modèle compétitif. Je dois réussir, je dois gagner, et dans un système gagnant, même si dans l'entreprise on parle de gagnant-gagnant, dans nos systèmes gagnants, dans la théorie des jeux, c'est si je gagne, l'autre perd. On n'a pas créé une société dans laquelle on est en partage, on est dans un système de gagnant-perdant. Si je veux faire des affaires, il faut que j'accepte qu'il y ait du sang sur les murs. Ce modèle-là est très présent encore aujourd'hui. Le modèle d'hyperfinanciarisation, il est à cet endroit-là. On arrive encore à le couvrir et à le masquer de pas mal d'oripeaux de bien-être, mais le fond du système, il est encore bien à cet endroit-là. Vraiment, j'insiste sur ne le jugez pas et passez plutôt du temps à regarder un peu comment il s'est développé chez vous, qu'est-ce qu'il a pris comme forme, parce qu'il peut avoir pris des formes très différentes. J'espère que ça va s'enclencher, je vous demande de regarder ça pendant quelques instants, puisque finalement, quand on sort d'une école de management, vous pouvez y aller, c'est ça qu'on voit.
la pub se dérouler jusqu'au bout, parce que je l'ai piqué à Microsoft, cette pub, qui n'est pas passée en France. Mais comme je la trouvais assez intéressante pour mon propos, je l'ai toujours gardée. Ça, c'est une représentation du monde. Mais en gros, c'est la représentation qu'on pousse chez nos enfants très tôt, quand on leur dit continuellement « dis-moi qui tu veux devenir ». Dis-moi qui tu veux devenir, c'est-à-dire qu'on leur met en face des yeux quelque chose qui ressemble à une pyramide, et qu'il leur dit « montre-moi que tu vas grimper très haut sur cette pyramide ». Et vous savez tout à fait comment on leur dit ça, hein. On leur dit il vaut mieux avoir des bonnes notes en maths qu'en sport ou en musique. On leur dit il faut absolument parler très vite des langues étrangères. On leur dit il faut absolument aller dans les meilleurs lycées pour pouvoir aller dans les meilleures écoles, qui seront les mieux classées, pour pouvoir avoir le meilleur diplôme, pour pouvoir avoir le meilleur salaire. Ça vous parle comme schéma? Ça donne ça en termes de représentation. Il y a une enquête qui a été menée par des collègues en 2018, je crois, dans 3 ou 4 business schools françaises, qui posait la question de qui voulez-vous devenir. Et à l'entrée de cette enquête, à l'entrée de l'école, on avait beaucoup de choses déjà en 2018-19 qui parlaient du côté vert, du côté RSE. Mais à la sortie, dans les écoles de business, on trouvait des gens qui voulaient aller dans le luxe ou dans les grands cabinets conseils. Et dans les écoles d'ingé, on trouvait des gens qui voulaient aller dans l'aéronautique, l'espace ou l'armement. Qu'est-ce qui se passe dans ces 4 ans-là qui fait qu'il y a un tel glissement qui nous ramène à une représentation comme celle-ci? L'idée de la culture de paix économique, pour en donner une première clé, c'est comment, plutôt que de dire à nos enfants « que veux-tu devenir ?», on pourrait simplement leur dire « à quoi veux-tu contribuer ?» Et à quoi veux-tu contribuer est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus d'espace. Je peux contribuer dans des tas de niveaux, dans des tas de moyens, dans des tas de structures, dans des tas de domaines différents qui ne disent pas « j'ai besoin absolument d'être un hyper-performant pour être reconnu ». Normalement, si vous avez été comme moi, vous comme moi, on a couru après la reconnaissance de performance. En plus, dans un système économique qui fait que chaque année, vous ne voulez pas faire 100% de performance, parce que si vous voulez être bon, il faut performer. Au sens américain du terme performer, ça veut dire que je vais faire 105, 110. Le problème de 105, 110, c'est que l'année prochaine, ça va être 100, ce 105, 110. Parce que si vous avez fait tout ça l'année d'avant, l'année d'après, il va falloir faire 115, 120. Et le système de la pyramide n'arrête pas de s'enclencher. Donc comment fait-on dans un premier temps pour imaginer une culture dans laquelle ce qui va compter, c'est la vie, avec tous les pans de la vie, mais sur la partie de l'éducation, ce qui va compter, c'est notre humanité, c'est notre fraternité. Et c'est cette idée que nous ne sommes pas des êtres humains finis à la naissance, mais que nous sommes plutôt des êtres humains en devenir et surtout des êtres ensemble. Hannah Arendt dit une chose que je trouve fabuleuse. On peut la regarder des deux côtés. Elle dit ce qui fait la force des humains, c'est leur capacité de lien. Si vous cassez les liens, vous cassez leur puissance. Et quand elle critique les systèmes tyranniques, mettez le système tyrannique dans la politique, mais vous pouvez aussi le mettre dans une organisation quelle qu'elle soit, l'objet même d'un système tyrannique, c'est générer de la peur. Pourquoi ? Parce que tout être vivant, normalement constitué, quand il a peur, va reculer pour tenter de se protéger, et va casser ses liens, parce que la seule chose qui va compter, c'est sa priorité et sa survie. Et quand je mets de la peur dans un système, je romps les liens. En l'occurrence, d'un point de vue politique, je romps la capacité collective d'être en désaccord. Et dans la culture de paix, l'une des compétences majeures, c'est ma capacité à dire que je suis en désaccord. La difficulté, c'est sans violence. J'y reviens tout à l'heure. Alors, ça paraît un petit peu écarté, mais ça continue sur mon histoire de représentation. Ça aussi, ça date déjà de quelques années, mais je vous propose de faire le test quand vous serez devant votre PC. Je suis allé demander à l'homme qui sait tout sur Terre ce qu'était l'émerveillement. C'est monsieur Google. Ça, c'est réellement une saisie d'écran du jour où j'ai tapé émerveillement. Et comme vous le voyez, émerveillement chez Google, ça veut dire que quand on est enfant, on a le droit de s'émerveiller. Donc je me suis dit que j'allais lui demander émerveillement et adulte, parce que les enfants, c'est bon, on sait qu'ils ont le droit de rigoler. Ça, c'est émerveillement et adulte, comme vous le voyez marqué en haut. Assez surprenant, parce que le message que je lis en voyant ça, moi, c'est quand je suis gamin, j'ai le droit de m'émerveiller. Quand je serai à la retraite, j'aurai le droit de m'émerveiller. Mais entre les deux, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Puisque manifestement, l'adulte du milieu, il n'est pas présent dans la question de l'émerveillement et de l'adulte. Donc j'ai demandé à Google, émerveillement et monde du travail. Et là, j'ai piégé Google, c'est la première fois que j'ai réussi à piéger Google, parce qu'à part 10 façons de cultiver l'émerveillement, émerveillement et monde du travail, Google ne sait pas répondre. Pas d'infos. Pourtant, vous imaginez la masse de données
qu'il y a dans Google. Ben, émerveillement et monde du travail, on trouve quasiment rien. Ça dit quoi, pour moi qui le regarde en tant que chercheur en management? Ça dit ben, les représentations principalement du monde occidental sont quasiment inexistantes sur la relation entre œuvrer pour quelque chose, contribuer au bien commun et pouvoir m'en émerveiller. Je vais faire un parallèle, parce que vous pourriez me dire, bah, le boulot c'est difficile, hein, c'est gagner l'argent à la sueur de son front. Mais je vais faire un petit parallèle qui sera aussi un petit exercice que vous pouvez faire les uns les autres très facilement. On va le faire très vite, ça pourrait durer 1 heure. Imaginez dans vos sacoches, dans vos poches, une petite chose, un petit produit, un petit objet que vous avez. On va prendre un cran de papier de tête que vous avez chez vous, n'importe où. Passez un tout petit instant pour tenter de vous souvenir, et si vous ne vous souvenez pas, imaginez qui a été la personne qui vous a permis d'obtenir ce cran de papier. Qui est important parce que c'est avec lui que vous allez écrire. Sans cette personne, vous n'écrivez pas. Et pendant un petit instant, vous mettez dans une attitude de gratitude vis-à-vis de cette personne. Il y a quelqu'un sur cette planète qui un jour m'a donné ce crayon de papier pour que moi je puisse m'en servir pour écrire. Et intérieurement, je remercie cette personne. Et bien, tentez quand vous serez chez vous de faire ça en remontant la chaîne. C'est-à-dire, il y a la personne qui vous l'a donné, puis il y a la personne qui lui a vendu, puis il y a la personne qui l'a livré, puis il y a la personne qui l'a designé, puis il y a la personne qui l'a fabriqué, puis il y a la personne qui a acheté les matières premières, puis il y a la personne qui a dirigé l'entreprise. Et vous verrez que vous allez pouvoir remonter une chaîne 100, 200, 250, 300 personnes qui auront à un moment donné utilisé un bout de leur temps de travail pour que vous, en fin de chaîne, vous soyez capable d'écrire avec ce crayon de papier. L'idée de la culture de paix, c'est comment, au lieu d'être dans un environnement médiatique continu qui passe son temps à me faire peur, je tente de générer une prise de conscience que tout ce que je fais tous les jours, de mes chaussures à mes habits à mon savon, a été fait par une chaîne de collaboration qui fait qu'à la fin, je peux utiliser ce que c'est. Si systématiquement j'arrive à me mettre en gratitude, bah, on commence à rentrer doucement dans qu'est-ce que c'est qu'une culture de paix économique. Quelque chose qui trouve des moyens de me remettre en lien, plutôt que quelque chose qui me fait croire que la culture du conflit, si possible avec violence, a un intérêt particulier. Ça, c'était pour imager le côté de notre environnement, on va dire, politico-médiatique. Je n'ai pas de positionnement politique quand je vous parle. Enfin, moi, j'ai un positionnement politique, mais ce n'est pas de ça dont je vous parle. C'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, ça s'est amplifié depuis que j'ai fait ce transparent. Hein. Je n'ai pas besoin de vous reparler ni d'Israël, ni de l'Ukraine, mais peut-être que vous avez oublié la Géorgie, peut-être que vous ne pensez plus au Soudan du Sud, ni au Yémen, ni à l'Argentine, enfin, etc. Mais ça, c'est encore une fois, quand on cherche sur Internet, la question de la guerre économique. Parce que guerre économique, vous en avez entendu parler. Hein. À la question que vous auriez pu me poser, si c'est vous qui aviez le micro, de qu'est-ce que c'est que la paix économique, ma première réponse aurait été de vous dire, bah, la paix économique, c'est une opposition à la guerre économique. Parce que ça, on connaît bien. On connaît tellement bien que dans les premières années, mais les premières années ont duré jusqu'à hier, c'est-à-dire depuis 12 ans qu'on travaille sur ce concept de paix économique, à chaque fois qu'on en a parlé, on s'est retrouvé face à des gens qui nous disaient bah, « vous rêvez, vous êtes complètement angélique, complètement utopiste ». Et quand on leur posait la question « pourquoi ?», la réponse était bah, « parce que l'économie, c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'être dans un système de guerre économique ». Et mon propos, doucement, est de vous dire « oui, ça, c'est une belle représentation du monde. » Mais ce n'est pas la réalité du monde. Si vous regardez autour de vous dans vos entreprises, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est un ensemble de belles personnes qui essayent de travailler ensemble le mieux possible, qui font tous les efforts pour que ça fonctionne bien. Des fois, ça marche, des fois, c'est neutre, des fois, ça ne marche pas. Mais si vous pensez à vos derniers conflits, on va dire interpersonnels, ou aux derniers conflits violents que vous avez vécus, bah, vous verrez que par rapport à des tas d'endroits de la planète, on est plutôt des privilégiés, il n'y en a pas tant que ça. Mais si vous pensez, je vais vous prendre un exemple d'un anthropologue que j'avais fait intervenir dans mon année à Princeton, à qui je posais la question à cet anthropologue, mais quelle est donc la nature humaine? Sommes-nous de nature agressive ou sommes-nous de nature collaborative? L'anthropologue va répondre, bah, les deux, mon capitaine. Les deux par naissance, mais pas dans le ratio qu'on imagine. Un petit être humain qui naît a un potentiel agressif, et à un potentiel collaboratif. La vraie question, et je vais reboucler avec mon sujet de culture, la vraie question c'est qu'est-ce que je lui donne comme éducation? Parce que si je l'éduque continuellement au conflit, à la compétition, au combat, bah, j'ai éduqué quelqu'un qui sera apte à cette compétence-là, sans jugement. Je ne porte pas de jugement sur ça. Hein. Tout à l'heure j'ai dit que j'étais dans les armées.
Et là, je les ai critiqués en partie. J'étais dans les armées parce que j'ai toujours une conviction qu'il faut qu'un État ait les moyens de se défendre. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des professionnels qui sont là pour protéger et défendre, que d'avoir toute une population avec qui je passe mon temps à lui faire croire que qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est pas ça, la culture d'une nation. Ça, c'est une culture de guerrier, et ça marche bien. J'étais sur mon anthropologue, un ratio différent. Il va prendre 2 exemples pour nous parler de ce ratio de la nature humaine. Premier exemple de paléoanthropologie. Depuis qu'on cherche sur la planète des humains d'avant moins 12 000 ans, d'avant la civilisation, on a 2700 squelettes. Sur ces 2700 squelettes, il y en a 2,5% dont les chercheurs disent on est à peu près sûr que ceux-là sont morts de mort violente. Donc il y a bien des morts de mort violente avant les civilisations. Mais sur les 2,5%, 1,5% sont morts manifestement parce qu'ils se sont fait manger, et non pas post-mortem, selon les chercheurs, ils se sont fait manger par un animal plus gros. Il y a des traces sur les os. Il me reste donc 1% d'humains avant moins 12 000 ans qui semblent être morts de combats d'homme à homme ou de femme à homme ou de femme à femme, de combats d'humain à humain. Et l'autre élément significatif, c'est qu'avant moins 12 000 ans, il n'existe aucun charnier collectif. Par contre, dès qu'on passe cette frange floue des moins 12 000 ans, dit autrement, dès qu'on arrive avec des villages qui ont du blé et qu'ils le préservent pour eux, et des villages qui n'ont pas de blé, alors on commence à trouver des charniers collectifs. Conclusion logique de l'anthropologue, la nature humaine semble être plutôt collaborative, mais c'est la culture qui provoque les combats collectifs et pas la dimension de nature. Son deuxième exemple revient au petit exercice que je vous ai fait faire au départ. Princeton, c'est tout près de New York. Et là, il nous dit, imaginez New York, presque 10 millions d'habitants, on est en 2015-2016, à peu près 360 meurtres par an sur les 5 dernières années qui précèdent, de 2010 à 2015. 360 pour New York, c'est pas beaucoup. Hein. Pour vous faire un référentiel, dans les années 70, c'était 4000, 4005 par an. Donc 360, c'est une grosse chute. Sauf que l'anthropologue dit, si vous êtes new-yorkais, généralement vous arrivez de loin, vous n'habitez pas dans New York, vous avez passé du temps dans les transports, vous avez travaillé toute la journée, il y a énormément de monde dans la rue, dans les transports en commun, et tôt ou tard, sur une des télévisions américaines, vous aurez vu passer le petit bandeau que dans New York, aujourd'hui, il y a eu un meurtre. Pour ceux qui seraient en accointance avec le système limbique dans le cerveau humain, c'est-à-dire cet endroit qui est là pour détecter le danger, ben lui va voir qu'il y a eu un meurtre. Et quand vous rentrez le soir, fatigué, un peu de conflit professionnel, un peu de tension, un peu de monde, un peu de bruit, et un meurtre qui est passé à la télé, votre sensation intérieure, c'est « je viens vivre une journée éprouvante, à minima ». Sauf que là, l'anthropologue dit quoi? Il dit, imaginez maintenant cette ville de presque 10 millions d'habitants et presque 40 millions de visiteurs par an. Combien lui faut-il de milliards d'actes collaboratifs et bienveillants en une seule journée pour que la ville fonctionne? Dans les transports, dans la nourriture, dans la santé, dans l'éducation, dans les forces de l'ordre, etc., etc. Et vous aurez un ratio entre ce que nous faisons le plus, des rapports collaboratifs, et ce dont nous sommes aussi capables, des comportements agressifs. Alors, la suite, si je reviens en arrière, c'est ce bouton-là. J'arrive pas à regarder ici, pourtant c'est la même chose. Si vous tapez encore paix économique aujourd'hui, vous allez commencer à trouver des articles qui ne sont pas les nôtres. Mais ça commence tout juste, mais très très peu. Par contre, si vous faisiez un travail de qui a écrit sur la paix économique, vous tomberiez sur 3 livres, il n'y en a pas d'autres sur la planète. Alors c'est assez drôle parce que, au sens géographique, ça c'est un Belge, ça c'est un Français, et ça c'est un excellent auteur que vous avez devant vous. Il n'y a pas d'autres livres sur la paix économique. Il y a quelques écrits scientifiques, tous écrits par des juristes. J'en ai trouvé 5 ou 6. Les articles de juristes sont systématiquement écrits à la fin d'une guerre. La question du juriste, c'est, à partir de là, comment on met en place des règles qui vont nous permettre de recommencer à collaborer. Et les écrits des livres, écrits entre 1910 et 1913, publiés en 1920, vous savez pourquoi? Que dit ce monsieur, un économiste belge, patron d'une verrerie industrielle? En 1910, il commence à dire, vous savez, tout va bien. Si vous retourniez dans l'histoire économique des années 1908-1910, vous verrez que ça marche bien, l'Europe fonctionne bien, c'est productif, c'est croissant, etc. Mais lui commence à dire, moi, économiste, je commence à avoir des indicateurs qui disent fonctionne. Attention,
on est en train de courir sur la mauvaise pente. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé après. Henri Heuser, 1935, économiste français spécialiste des droits de douane. À partir de ses travaux sur les droits de douane, si jamais vous trouvez le bouquin, je ne l'ai trouvé qu'à Princeton, si vous trouvez le bouquin en France, vous ne lisez que l'introduction, tout le bouquin sur les droits de douane, c'est très technique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous n'êtes pas un spécialiste des droits de douane. Mais à partir de ses travaux sur les droits de douane, ce monsieur dit dans l'introduction, écoutez bien, attention, nous sommes en crise économique, il y a un fort taux de chômage, il y a une grosse immigration européenne que les États n'arrivent pas à conjurer, les pays européens basculent au populisme, si on continue, on va à la guerre. Alors moi, en écrivant celui-là, quand je suis tombé sur les 3 papiers de recherche et les 2 bouquins, je me suis dit, zut, 2016, il n'y en a pas pour l'instant, j'espère que c'est un coup de pas de chance, on verra bien. Mais quand la guerre d'Ukraine a démarré, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, merde, on reproche aux chercheurs de ne pas trouver, mais quand un chercheur fait juste son job, c'est-à-dire qu'il n'invente pas, il ne fait pas de la prospective, il prend des données, il cale les données les unes à côté des autres, puis il regarde ce que ça donne, et tout à coup il se dit, waouh, la pente n'est pas bonne. Et bien, il arrive à un truc qui dit, allons-y, tentons, on a encore des possibilités de faire des choses différentes, en espérant que ça n'ira pas plus loin. Le projet principal de cette question de la paix économique et d'une culture de paix économique, c'est de dire l'économie nous a permis d'avoir tout ce qu'on a. Sans économie, on ne serait pas dans une pièce comme celle-ci avec les moyens qu'on a. On ne serait pas dans un pays de privilégiés qui est capable de tout faire, y compris de détruire de temps en temps un petit bout de planète. On n'aurait pas ça. Donc l'économie est fondamentale. Mais l'économie, depuis un sacré temps maintenant, commence à avoir des externalités négatives qui sont plus fortes que sa capacité à nous apporter du bien-être. Je ne parle pas de nous, là, pour le coup. Je parle de tous ceux qui sont dans des systèmes défavorisés. Et notre propos à nous a été de dire, si l'économie a cette emprise-là sur l'ensemble du vivant, et faites-y attention, vous verrez que l'économie a l'emprise sur l'ensemble du vivant. Il n'y a plus un seul acte positif qui est posé en dehors de la question économique. Je vous ai entendu parler tout à l'heure et je disais que j'étais content d'entendre qu'on avait les mêmes problèmes. Il n'y a plus une seule organisation qui ne tombe pas dans le piège d'hyper-contrôler et de mettre des indicateurs de partout pensant que ça va la sauver, alors que l'humanité, elle n'est pas dans les contrôles, elle est dans la vie et dans les espaces qui se passent entre les gens. Etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir changer ça? Nous, ce qu'on a dit, c'est si le problème vient de l'économie, alors il faut bosser avec l'économie. J'ai travaillé pendant quelques années pour l'aviation civile sur les problèmes d'accidents aériens. Dans les années 90, les propos étaient que les accidents aériens avaient fortement chuté dans les 30 années qui précédaient grâce à la législation et grâce aux améliorations techniques. Puis vous devez vous souvenir de ces moments-là où à chaque fois qu'il y a un accident aérien, on disait c'est un problème humain. Ces facteurs humains, vous vous souvenez de ça? On l'entend plus maintenant. Parce que dans les années 90, les chercheurs ont commencé à dire, mais arrêtez. Si vraiment on n'arrive plus à gratter dans cette petite marge et on n'arrive plus à descendre, si on continue de dire que c'est à cause du facteur humain, alors on ne s'en sortira pas. La réponse c'est grâce au facteur humain qu'on va s'en sortir. Et c'est là que tous les procédés et toutes les formations qu'on a appelées de facteurs humains se sont mises en place pour les pilotes, pour les contrôleurs, pour les mécaniciens, pour les gens du service au sol, etc. C'est le même propos. L'économie dégrade, l'économie a une emprise sur le politique, elle a une emprise sur le sport, elle a une emprise sur les arts, elle a une emprise sur la recherche, elle a une emprise sur les universités. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais l'université, ce n'est pas fait juste pour produire des gens qui auront un boulot. Point de départ de l'idée universitaire, c'est créer de la pensée, c'est créer de la connaissance, c'est permettre aux gens de s'épanouir, c'est permettre aux gens de s'ouvrir sur le monde, de rencontrer d'autres chercheurs, d'autres personnes, d'autres étudiants. Si vous y faites attention aujourd'hui, le discours piégeux, c'est quelle capacité d'employabilité. Ok, il y en a besoin, c'est d'accord. Mais ça, c'est un bout de l'éducation d'un être humain. Conséquences de la guerre économique. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, première définition de la guerre économique, parce quand on a démarré ce travail, j'ai demandé aux chercheurs de ne pas définir. Pour une raison majeure, c'est que tout le monde nous demandait de définir. Définir dans un champ un sujet qui n'existe pas dans ce champ-là, c'est prendre tous les risques de se faire attaquer par tout le monde dans la milliseconde où vous aurez sorti la définition. Donc pendant les 4 premières années, mon propos a été de dire aux chercheurs, vous ne définissez pas. S'il y a des chercheurs dans la salle, vous imaginez ce que ça veut dire d'un point de vue académique en termes d'attaque sur ton truc, c'est flou, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, mon propos à moi était de dire, je ne peux pas. Comment je fais pour définir? Je ne sais pas si vous savez ça, mais le champ académique de l'économie et des sciences de gestion est quasi le seul qui n'a pas intégré la notion de paix.
Ils n'ont intégré que dans un pan, c'est ce qu'on appelle l'économie de la paix, qui est le pendant de l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, vous l'avez. La guerre en Ukraine démarre, tout le monde envoie des armes, ça semble être des dons, c'en est pas. Et puis surtout, ça relance la machine de guerre derrière. Les usines peuvent produire un peu plus fort. L'économie de la guerre, c'est tout le business qu'on peut faire sur la guerre. L'économie de la paix, c'est tout le business qui se met en place après un conflit. C'est-à-dire quelque chose de très curatif. C'est ça l'économie de la paix. La paix économique, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut penser en amont pour éviter que la guerre survienne. Qu'est-ce qu'on met dans notre système de santé? Qu'est-ce qu'on met dans notre système éducatif? Qu'est-ce qu'on met dans notre système managérial, dans notre système de management, dans notre système politique, pour éviter que les conflits grossissent, et pas l'inverse. Ça, c'est des conséquences de la guerre économique. Vous les avez lus, j'imagine, et on les connaît à peu près tous. Pour info, moi qui suis management psycho, dans les années 2010, dans les colloques internationaux des années 2010, il y avait deux éléments qui sortaient très fort. C'était les prédictions des chercheurs sur, à partir des années 2000, les problématiques de suicide, dépression, burn-out sont les problématiques majeures des organisations, à peu près partout sur la planète. On est dedans, puis les chiffres sont à peu près justes. C'est une des problématiques majeures. Vous voyez qu'il y a des impacts à tous les niveaux. Il y a des impacts au niveau de l'intime. On a parlé du stress, mais je pourrais parler de la perte de sens. Il y a des impacts au niveau de la rupture du lien social. Je reprenais l'exemple d'Henri Heuser. Regardez donc ce qui se passe dans les élections actuellement en Europe et combien de pays en Europe ont basculé vers le populisme dans les dernières années. Le problème de désindustrialisation, on commence à s'en préoccuper. Ah oui, parce qu'on a mis 50 ans à le détruire, donc maintenant il va falloir trouver un moyen de le reconstruire et de remettre des lieux dans lesquels les gens vont retrouver du travail pour retrouver une dignité et pour pouvoir vivre. Les crises sociales, les crises climatiques et la guerre, dont jusque-là, quand on en parlait, donc je vous le disais tout à l'heure, on nous riait au nez. On nous disait n'importe quoi comme si l'économie amenait la guerre. Ça, c'était des exemples pour un cours de l'inverse, de gens qui ont commencé à écrire en disant bah si, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire si on veut pouvoir fonctionner correctement ensemble. Je passe un peu pour être sûr de tout vous dire. Qu'est-ce qu'il y a comme fondement dans cette idée de paix économique? Le fondement le plus basique, ça va vous paraître simpliste, mais ça ne l'est pas. Le fondement le plus basique, c'est la vie, c'est la préservation de la vie. Il n'y en a pas d'autre. À partir du moment où une industrie ou une entreprise mène des actions et que ces actions vont conduire d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui est plutôt destructeur de la vie, il y a quelque chose qui dysfonctionne. À partir du moment où cette entreprise met en place des actions qui vont à l'opposé du bien commun, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Je vous donne un premier exemple. Dans le début de la crise Covid, quand une grande multinationale française annonce sur les ondes qu'elle vient de verser 4 milliards de dividendes à ses actionnaires et qu'une semaine après, elle annonce qu'elle va demander 980 millions d'aide à l'État pour chômage technique, pour nous, il y a la guerre économique. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, dans mon exemple, au niveau politique. Premier fondement de la paix économique, c'est ça à quoi j'ai passé du temps tout à l'heure. Ça, c'est notre nature. Si vous regardez au fond de vous, vous verrez que du début de votre vie à votre fin de vie, vous avez cherché une seule chose, c'est tendre à être heureux. Vous retrouvez le mieux possible dans des relations qui sont pacifiées, dans des relations qui vous font du bien, dans des relations qui vous permettent de partager. C'est ça notre élément principal. Alors, je l'aime beaucoup, j'étais très sportif et je ne vais pas revenir sur le fait que j'étais pilote. J'ai rien contre la dimension compétitive, d'autant plus qu'elle a des intérêts à certains moments de la vie. Si je veux être quelqu'un qui, dans la paix, soit capable d'apprendre la confrontation, j'ai besoin de me retrouver dans une forme d'apprentissage de qu'est-ce que c'est que la confrontation, qu'est-ce que c'est que la stimulation. Le monde économique ne s'effondrera pas et ne deviendra pas pacifié au sens des fantasmes pour le coup. Il continuera d'y avoir la concurrence, il continuera d'y avoir nécessité d'émulsion. Je continuerai d'avoir des gens dans mon équipe qui ne seront pas d'accord avec moi. J'aurai besoin de défendre mon avis, des fois en disant « stop, là ça suffit parce qu'on est en train d'aller trop loin, on a un sujet à régler, là tu es en train de m'humilier, je vais avoir des endroits sur lesquels il faudrait que je réagisse ». Donc je ne suis pas en train de dire « ça c'est mauvais, ça c'est bon ». Je suis en train de dire « ça c'est notre fondement et ça c'est une compétence qu'il nous faut aussi ». Là, on était sur l'hyperexploitation ou le bien commun. Ça va me permettre, parce que je ne crois pas que je l'ai mis cette fois-ci dans les transparents, de vous parler d'un autre sujet important pour l'humanité, c'est notre capacité sensible. Ma spécialisation en tant que chercheur, c'est ce que j'ai appelé depuis quelques années le sujet de puissant et vulnérable.
Qui je suis en tant que personne capable de contribuer au bien commun si je ne sais pas mettre en valeur mes compétences, mes qualités, mes lumières, ma puissance, ma capacité de travail? Mais qui je suis si je veux réellement contribuer au bien commun, si je ne suis pas capable de regarder ma sensibilité, mes fragilités, mes modes de relation et mes besoins de relation, voir mes vulnérabilités, voir mes lâchetés, puis je vous passe la suite qui va encore plus dans le noir de ce côté-là. Qui je suis si je ne sais pas regarder ça? Pour une raison assez simple, c'est que ça, c'est moi, au sens générique. Je suis l'ensemble de ça. Mais nous, on a créé une culture qui dit « montre-moi qui tu es », c'est-à-dire ne me montre que ce côté-là. Vous savez ce que ça provoque, ça, pour des étudiants qui sont en train de chercher un job? C'est systématiquement d'envoyer leur CV avec des choses qui ne sont pas juste dedans, et systématiquement d'avoir peur qu'on découvre qu'ils ne sont pas tout à fait qui ils sont. Vous savez, le sentiment d'imposture qu'on a quand on est en réunion, puis qu'on veut avancer une idée, mais on n'est pas très sûr d'avoir ce qu'il faut pour la dire. Si je commence à être un peu plus clair avec où est-ce que je suis fragile, et je vous donne un exemple concret après, alors je peux rentrer en confrontation beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que je connais mes fragilités, parce que je sais où je suis vulnérable. Donc je vais pouvoir premièrement mieux m'y défendre parce que j'y suis prêt. Je vais pouvoir deuxièmement faire autre chose de beaucoup plus important, c'est ne pas me faire activer sans le vouloir. Activer sans le vouloir, vous savez, c'est à chaque fois que quelqu'un en face de vous, sans même savoir que c'était un point douloureux chez vous, est venu mettre le doigt sur un truc qui vous fait mal. Il ne sait pas l'autre. Mais vous avez explosé. Ça va réduire aussi, puisque je suis beaucoup plus tranquille. Et le troisième point, c'est que je vais pouvoir les dire. Mesdames et messieurs, je suis devenu le patron de votre nouvelle équipe. Et bien, sachez que pour bosser avec moi, voilà le cadre dans lequel on va fonctionner. Puis là, il y a des endroits où il ne va pas falloir y aller. Parce que si on vient me chercher à cet endroit-là, j'ai beaucoup de mal, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. J'en étais sur la question du sensible, excusez-moi, je suis allé un peu trop loin. Mais pourquoi la question du sensible est fondamentale? Et pourquoi la question du sensible est au cœur de la paix? Eh bien, parce que vous êtes des êtres sensibles, au sens premier du terme. Votre vie, c'est quoi? C'est de percevoir de manière sensible, à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, la peau et votre système émotionnel. Et ensuite, le cerveau vient vous dire des trucs. Mais le point de départ, c'est une perception sensible. Qu'est-ce qui nous relie tous là dans la salle? Est-ce que c'est nos compétences? Est-ce que c'est nos performances? Est-ce que c'est ce qu'on a réussi à faire dans notre vie? Ou alors ce qui nous relie, c'est comment on est fragile, comment on est vulnérable, comment on est sensible. Mon pari, c'est que tout à l'heure, quand je rentre dans la salle et que je vous entends discuter en disant « là, il y a vraiment un truc qui n'est pas correct », si ce truc qui n'est pas correct était partagé, il y a plein de gens dans la salle qui diraient « ça, c'est une injustice pas possible », et j'ai beaucoup de mal à le supporter. Ce qui nous rassemble, c'est nos lieux sensibles. Et vous savez quoi? Dans tous les systèmes conflictuels, que ce soit un système conflictuel de 1 à 1, c'est-à-dire un petit conflit interpersonnel basique, ou la guerre en Ukraine, systématiquement, savez-vous ce que sont les premières étapes d'un conflit? Systématiquement. L'insensibilisation à mon ennemi. Mon collègue est un abruti, mon concurrent fait un produit de M et puis les lettres qui vont derrière, donc c'est pas grave si je le détruis, c'est pas grave si je prends ses parts de marché. Ça, c'était pas une forêt, c'était du bois. Le bois, c'est pas la même chose qu'une forêt. Une forêt, ça vit, du bois, c'est un meuble, etc., etc. Le travail sur le sensible, le travail sur le blanc des yeux, vous savez qu'il y a un pape au XIIIe siècle, Clément quelque chose, je crois, qui avait dit je n'aime pas les arbalètes, et je vais peut-être bannir les arbalètes de la papauté, parce que c'est pas normal qu'on puisse tuer quelqu'un sans voir le blanc des yeux. La fin de la phrase, c'était c'est pas normal entre chrétiens. Donc c'était un peu limite. Mais bon, moi si je m'arrête à c'est pas normal, faites donc l'exercice et vous verrez que quand vous voyez le blanc des yeux, ça devient beaucoup plus difficile. Et ça, vous le savez tous les jours. Vous savez comment? C'est beaucoup plus difficile de flinguer quelqu'un par email plutôt que d'aller dans son bureau et de lui dire que vous n'êtes pas content. Quand j'ai pas l'autre dans le blanc des yeux, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que quand je l'ai dans le blanc des yeux, c'est mon sensible qui réagit. Et je ne peux pas faire tomber le sensible quand l'autre est en face de moi. Dit autrement, pourquoi une culture de paix économique, y compris dans l'entreprise? Parce que très très tôt, chez nos enfants, au plus tôt de nos enfants, le point de la sensibilité va être à travailler. Je vous le redis,
Le point sensible ne dit pas « je ne dois pas être capable de confrontation ». Au contraire, mon gamin à la crèche, regardez les deux situations les plus communes qui nous conduisent à nos comportements. Je suis à la crèche, j'ai un ballon, quelqu'un me pique le ballon, je pleure un petit coup, et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre un autre jouet. Je suis triste. Hein. Ça, c'est le premier marquage. Si aucun adulte ne corrige ça, à votre avis, que va retenir le gamin qui allait chercher un autre jouet de manière inconsciente? Eh bien, ce qu'il va retenir, c'est que le comportement qu'il va avoir était un bon comportement, parce que finalement, sa peur du conflit a réduit. Vous savez, c'est ce moment où l'instituteur dit qui va au tableau. Eh bien, si je ne suis pas allé au tableau, ici, là, ce que ça traduit, c'est ça, c'était un bon comportement, puisque je n'ai pas stressé. Le problème, c'est ce comportement-là. Quand ce gamin qui est allé sous la table à 20 ans et qu'il est en enseignement supérieur et que le prof ici dit qu'il est au tableau, il produit ça. C'est-à-dire un regard dans le vague au milieu du front du prof, parce que comme l'étudiant sait maintenant que le tyrannosaure détecte mieux le mouvement que pas de mouvement, il ne faut surtout pas que je plonge sous mon siège, sinon il va le voir. Par contre, si je le regarde intelligemment au milieu des yeux, on est 40 dans la salle, j'ai une chance sur 40, ça devrait passer. Mais c'est toujours un comportement d'évitement. Et qu'est-ce que ça donne quand vous êtes ou quand vous étiez en réunion? C'est que vous avez un truc important à dire, vous n'en avez pas dormi la veille. Mais le tour de table se fait, et plus le tour de table se fait, plus vous sentez votre cœur qui accélère, parce que là, vous allez le dire aujourd'hui. Hein. Là-haut, ça dit, je vais le dire, puis je vais le dire comme ça, puis s'il me répond comme ça, je le dirai comme ça, et puis là, je dirai ça. Puis là, on vous donne la main et vous dites, ah non, moi, tout va bien. Ça, ça a l'air de parler. Eh bien, ah non, moi tout va bien, c'est cette stratégie qui s'est simplement renforcée. Je ne la condamne pas, la stratégie d'évitement est une excellente stratégie dans des tas de situations dans lesquelles il vaut mieux pas confronter parce que ce n'est pas le bon moment, parce que l'autre est plus puissant, etc., etc. Maintenant, il y a la stratégie de l'autre côté, vous êtes toujours à la crèche, vous avez un ballon, quelqu'un vous prend le ballon, j'accélère un peu, vous ne savez pas pourquoi, votre main descend, elle fait un circulaire comme ça, bing, l'autre en face, il prend une balle, et là, il se passe un truc incroyable, le ballon revient, et vous le récupérez. Là-haut, inconsciemment, ça dit quoi? Ça dit plutôt que d'être sur un comportement de retraite et d'évitement, si je passe dans un comportement agressif, waouh, le résultat il est beaucoup plus immédiat. Vous savez ce que ça donne plus tard chez Darty, ça? Ça fait 2 jours que votre garantie de lave-vaisselle elle est plus bonne, mais si je vais chez Darty en gueulant suffisamment fort, en tapant fort sur la table, ça va réagir, on va me le changer, mon lave-vaisselle, tu vas voir. Et ça marche, si vous vous en souvenez. Parce que si vous arrivez chez Darty en disant « Monsieur, je suis vraiment désolé, bon, j'ai dépassé ma garantie, mais ce serait... » vous n'avez pas terminé votre phrase, on vous a déjà dit « Monsieur, la garantie est dépassée, c'est comme ça, il va falloir racheter un nouveau lave-vaisselle, on a des biens en promo, c'est bientôt le Black Friday. » La culture de paix, c'est quoi? C'est, si je parle de la question de l'intime, tenter de détecter quelles sont mes modalités de fonctionnement, qui je suis, comment je fonctionne. Je ne suis que dans l'intime, imaginez, il y a 4 tracks de recherche. Comment je fonctionne? Comment je détecte ça? Comment j'essaye d'être en paix avec moi-même et à ne pas me massacrer intérieurement? Vous savez ce qu'on fait tous très très bien, le plus gros agresseur pour nous, c'est nous. C'est-à-dire le soir où j'ai rien dit dans la réunion, plutôt que de rentrer à la maison et de me dire « Ok, j'ai rien dit, ça va, je l'ai vu au moins cette fois-ci, demain j'en parle ». Non, ça rentre à la maison et ça dit « T'es nul, encore une fois, de toute façon ça fait déjà 40 ans, t'as déjà fait toutes les formations, tous les séminaires et t'es pas bon ». Comment je fais pour éduquer les gens à ne pas s'auto-agresser et à passer plutôt dans une forme d'autocompassion? C'est pas facile de détecter ces comportements automatisés. C'est pas facile de faire face à ces scénarios de vie et à ces endroits à l'intérieur de moi qui ont eu très mal, qui ont été blessés, souvent quand on est gamin, et qui se réactivent à chaque fois qu'on appuie dessus. Pour certains d'entre nous dans la fuite, et pour d'autres dans l'agression. Parce que les deux ne sont pas satisfaits quand ils sortent de la réunion. Celui ou celle qui a fui rentre chez lui ou chez elle en se disant « mais je suis vraiment nul », et celui qui a agressé rentre chez lui ou chez elle en se disant « je suis vraiment nul ». Je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé aussi fort. La situation qui va fonctionner, c'est la situation qui va reconnaître que je viens d'être agressé, qui va reconnaître que l'autre qui m'agresse est en train de parler d'un sujet qu'il faut absolument qu'on traite. Si on passe à côté, on est cuit. Mais que par contre, il va arrêter de me parler comme ça. Parce que ça ne va pas être tolérable et on ne pourra pas garder le lien. Ce n'est pas comme ça que vous allez lui dire, mais c'est ça l'idée principale. Je vous laisse lire les deux, qui a été la première définition qu'on a sortie.
une fois que vous l'avez lu, je me rends compte qu'il faut vraiment que j'accélère. Ça pourrait paraître bizarre pour des gens qui travaillent sur la paix que de vouloir la faire par la négative, mais si vous avez lu celle-là en premier, vous comprenez pourquoi. Hein. Quand celle-là, elle est jouée, là, vous avez à peu près tout le monde politique lampe de bois qui vous dit « ça marche bien, c'est super, une entreprise humaine, harmonieuse, qui crée de la richesse ». Si vous lisez celle d'en dessous, c'est exactement la même chose dit par la négative, et là on comprend un peu mieux de quoi on est en train de parler. Parce qu'une entreprise qui crée de la valeur sans détruire ses concurrents, manipuler ses clients, exploiter ses fournisseurs, exercer une quelconque violence vis-à-vis de ses collaborateurs, ignorer ses responsabilités sociétales, écologiques, autrement dit sans nuire à ses parties prenantes, ben là il y a déjà un gros travail qui est fait. Je vais vous donner un seul exemple qui va s'appuyer sur ça. Si vous avez autour de vous, ou si vous en avez lu, ou si vous en avez vu, la relation client-fournisseur entre des petits fournisseurs et des gros groupes peut être d'une violence hallucinante, au point de détruire des entreprises et au point de détruire des vies. Vous avez des petits fournisseurs, quand tout à coup ils sont pris parce que la pression financière est beaucoup plus forte, on arrive à l'extrême de ce qui peut se passer à cet endroit-là. Ça donne quoi en termes de paix économique ? Ça donne une entreprise qui collabore avec nous, qui s'est dit, il y a 2 ans, on va créer une convention, et à chaque fois qu'on rencontrera un nouveau fournisseur, on va lui proposer la chose suivante. Nous allons, madame, monsieur, travailler pendant 1 mois sur une convention pour laquelle la seule question est comment nous allons ensemble créer de la valeur. Et nous ne parlerons des coûts qu'une fois que cette convention est signée. Si nous n'arrivons pas à arriver à un agrément sur comment nous allons ensemble grandir, pour le dire autrement, alors nous ne serons pas clients fournisseurs. Ça, c'est une démarche de paix économique. Si j'ai pris celle-là, c'est aussi parce qu'elle vous donne une idée du courage qu'il faut pour aller dans une démarche comme celle-ci. Parce que le rapport client-fournisseur, de façon basique, il est très très simple. Hein. C'est rentre dans la pièce, je suis désolé, là j'ai plus de moyens, il faut que tu baisses de 10%. Tu ne peux pas bouger de 10%, pas grave. Les fournisseurs, il y en a plein d'autres, tu peux sortir de la vieillesse. C'est ça le rapport client-fournisseur, plus ou moins violent. Mettre en place un rapport client-fournisseur qui dit « moi je veux une entreprise qui crée du bien commun, par les biens, les services et les richesses qu'elle est capable de produire. Pour créer du bien commun, j'ai besoin qu'on crée ensemble une relation qui soit pérenne, une relation qui nous fasse grandir et qui nous permette d'anticiper comment on a envie de travailler ensemble. Ça va demander un courage certain parce que derrière, il va y avoir des impacts financiers. Quand vous êtes une entreprise qui dit à ses actionnaires vous n'aurez cette année aucun dividende parce que nous venons de passer la première année de Covid et on va préserver tout l'argent gagné pour ne perdre aucun emploi, et c'est ce qui s'est passé dans ces entreprises, il faut un sacré courage pour aller scoltiner les actionnaires. Quand on est une entreprise internationale, classée 5e sur son marché, qui va voir un concurrent étranger qui a perdu son usine principale dans une coulée de boue de montagne, pour lui dire je viens parce que vous êtes mon concurrent, mais moi j'ai besoin d'une concurrence sur le marché, je voudrais qu'on établisse une relation un peu plus saine. Et que vous faites claquer la porte au nez parce que l'autre se dit, il vient me bouffer. Mon outil de production est foutu, je viens me faire manger. Et que vous y retournez, et que vous y retournez. Et que quand vous y retournez, l'autre entend, et il accepte que vous déplaciez des espaces dans vos usines en France et en Allemagne pour que lui puisse y mettre les machines qu'il a récupérées, tenir ses commandes, reconstruire son usine et ensuite tout rapatrier dans son usine et avoir toujours 2 entreprises qui sont concurrentes, mais maintenant dans une concurrence saine, alors il faut du courage. Au-delà du fait que dans cet exemple que je viens de vous donner, en termes de loi antitrust, on est passé un certain nombre de fois du mauvais côté de la loi. Ce qui, pour nos chercheurs, par exemple aussi, pose une question, c'est comment on fait pour créer des lois qui protègent, mais qui n'empêchent pas la collaboration. Je ne vais pas tout développer, puisque la fameuse définition que vous avez vue avant, elle est venue à travers ces 4-là, qui sont toujours là. Alors, je vais juste prendre un exemple à chaque fois. L'exemple d'opposition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Paix économique, je m'arrêterai sur celle-là. Paix économique, c'est l'opposition de guerre économique. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Il y a 4 principes éthiques dans le concept de paix économique. En premier, ne pas nuire. En deuxième, le respect de la vie sous toutes ses formes. En troisième, le respect de la dignité humaine, la réduction des inégalités, de la pauvreté et l'épanouissement des personnes. Et en quatrième, le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. La question d'opposition, elle était là.
il y a des éléments auxquels on s'oppose parce qu'elles ne contribuent pas au bien commun et elles réduisent la vie. La paix économique comme contrepoint. On n'a pas dit qu'on voulait éliminer l'économie, on a dit qu'on voulait faire une autre forme d'harmonie sur cette musique qu'on appelle l'économie. Qu'est-ce qu'on peut changer comme élément, des fois à la marge, des fois de manière importante, qui va transformer les rapports économiques? Je viens de vous donner un exemple sur les achats, je vous donne un exemple rapide sur les décisions stratégiques d'une entreprise dont j'ai reçu ce matin le papier nous disant qu'elle devenait mécène et partenaire de la chaire. Et cette entreprise a décidé il y a 2 ans que le critère premier d'engagement dans un projet et de clôture du projet sera la même question. Je recommence, c'est une boîte industrielle. À chaque fois qu'elle se décide d'engager un nouveau projet, par exemple une relation avec un autre fournisseur japonais, elle se pose une question. Et quand tout le projet est établi, elle se la repose une deuxième fois pour savoir si oui ou non ils sont toujours clairs. Cette question unique est, est-ce que cette décision va bénéficier à nos enfants? Si à ce projet stratégique, financier, industriel, commercial, la question est-ce que ça bénéficie à nos enfants, la réponse est non, le projet n'est pas engagé. La définition comme balancier, ça dit quoi? Ça dit en fait, la paix économique ne peut pas ne pas être concrète. Ça ne peut pas être que de la philosophie. Son objet principal, c'est la transformation des comportements et des modèles d'affaires. C'est la transformation de comment l'entreprise rend service à la société. Comment on fait pour que l'entreprise redevienne utile pour la société. Et pourquoi balancier? Pour pouvoir répondre à cette question concrète, on ne peut pas faire autrement que tout ce que je viens de faire avec vous depuis un peu plus d'1 heure, c'est de repenser nos imaginaires. C'est quoi mon imaginaire par rapport à l'économie? Si le seul imaginaire que j'ai, c'est d'être un homo economicus, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait des actes que pour son intérêt bien compris, alors j'oublie que je suis un homo sapiens, capable d'avoir de la sagesse. J'oublie que je suis un homo faber, capable d'avoir un accent sur le monde. J'oublie que je suis un homo ludens, c'est-à-dire qui a besoin de jeu, qui a besoin d'amour, qui a besoin de relations. J'oublie tout ce que je suis en tant qu'être humain. Et enfin, le dernier petit bout, la paix économique comme espace. Là, on a fumé la moquette complètement ce jour-là. Mais qu'est-ce que ça dit, la paix économique comme espace? Ça dit simplement, on ne peut pas imaginer un modèle universel. C'est sur un même territoire, un ensemble d'acteurs qui, avec des règles particulières qui sont tout ce que je vous ai énoncé, vont se poser la question de, pour nous, ici, dans notre entreprise, dans notre activité, sur notre territoire, c'est quoi la paix économique, comment on la fait vivre? Je vous remercie beaucoup. Ça marche, ça. Merci Dominique. Alors, on a un petit peu dépassé le temps habituel. On va prendre peut-être une question, sinon on vous propose de poursuivre les discussions en bas tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question rapide là-bas? Je vous apporte le micro. Merci pour votre exposé. Juste une chose par rapport à, vous avez dit la nature humaine. Les enfants, on voit bien qu'ils réagissent un peu différemment. De temps en temps, ils sont dans la compétition, de temps en temps, ils sont collaboratifs. Et ça peut changer en plus avec l'âge. Ça, c'est une chose. Mais tenant compte de ça, est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas un petit peu aussi, par rapport à notre héritage gréco-romain, justement, beaucoup restés, comme vous dites, jusqu'à maintenant dans la performance, dans la compétition. Et est-ce que nous sommes, d'après ce que vous dites, après 2000 ans, à l'aube d'un petit changement? Soit on va se mettre tout sur la gueule, Troisième Guerre mondiale, et ça va être réglé, soit on va inventer autre chose. Est-ce que vous pensez, votre ressenti profond, c'est qu'on va vers ce sens-là ou pas? En fait, je ne sais plus si je l'ai dit maintenant tout à l'heure, mais la raison majeure de création de ce travail sur la chair, ça a été je ne veux pas que mes enfants aillent à la guerre, tellement déjà en 2005, 2006, 2007, je me disais, mais punaise, c'est en train de partir complètement à l'envers. Je vous avoue que tout ce qui se passe depuis quelques années ne m'a pas amené à voir les choses de façon meilleure. Mais pour moi, le propos et la raison par laquelle on se bat pour cette idée de paix économique est très très simple. C'est que ce travail de paix économique, ça n'est pas quelque chose qui adviendra si on attend qu'il advienne. À la question, est-ce qu'on va vers quelque chose de meilleur? Ça pourrait laisser penser à plein de personnes que c'est bon, on est dans une ère qui va s'améliorer. Nous, la conviction de ça, je vais prendre une citation de Marc Aurèle, la conviction de la paix économique, c'est quoi? C'est elle ne fonctionnera que si chacun d'entre nous, quand on se réveille le matin, c'est les mots de Marc Aurèle maintenant, alors peut-être que j'ai bougé la virgule, mais
Quand tu es le matin dans ton lit et que tu as du mal à en sortir, pose-toi la question de savoir si tu es venu sur Terre pour rester ici ou pour faire acte d'homme. Et pour moi, la question de la paix économique, c'est ça. C'est pas un but à atteindre, la paix. La paix, c'est une question quotidienne dans tous les actes que je mets en place. Quand je rencontre l'autre, quand l'autre m'agace, quand je conduis, quand je mène un projet, quand je propose quelque chose, c'est ça. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir collectivement suffisamment de courage pour faire prévaloir la fraternité, la solidarité et l'amour sur le gain et l'hubris? Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de puissance pour faire valoir la fraternité, la solidarité et l'amour sur le gain et sur l'hubris? Si on a assez de puissance, alors on arrivera à se lever le matin et à sortir du lit. Quand je vous disais c'est pas facile, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est en 2010 que deux profs qui vont voir une direction de business school. Business school, ça vous sonne à l'oreille dans le modèle économique classique? Et qui disent on voudrait créer une chaire de recherche sur la paix, la collaboration, la bienveillance, la fraternité. Ça va vous donner une idée des points de départ en termes de conflit. La question c'est, est-ce qu'on arrivera à rester debout face à ça? Est-ce qu'on arrivera à rester debout quand l'autre en face... Je voulais aller jusque-là, puis je ne suis pas arrivé parce que je me suis arrêté sur l'homme est un loup pour l'homme pour vous la laisser en tête, mais... où est-ce que c'est? Si je l'ai mis là. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à réduire les violences sans violence? Vous imaginez ce que ça veut dire réduire la violence sans violence? Ça veut dire que vous êtes en réunion, l'autre vient vous insulter en direct devant tout le monde ou de vous humilier, et ça veut dire que vous êtes capable de rester, pas de lui mettre une baigne ou de sortir de la pièce, de rester et de lui dire avec puissance que vous allez rester. Parce que le problème, il est à régler là, c'est ça la mission qu'on nous a donnée. Mais ça ne va pas se passer de cette manière-là. C'est là, réduire la violence sans violence. Et ça, il va falloir un peu d'éducation parce qu'il va falloir un sacré courage. Le premier, vous savez ce que c'est? Le premier courage de ce que je viens de dire, il est super simple. Vous savez d'où vient le mot courage? L'étymologie? C'est avoir du cœur. Il faut éduquer nos gamins à avoir suffisamment de cœur pour faire face à leur peur, qui est la peur de l'autre vient de m'humilier en public. Et il est là le courage principal. Ce n'est pas l'autre qui m'agresse, c'est que j'ai peur, là, maintenant que je viens de me faire humilier publiquement. Il va falloir que je fasse face à ça. Donc moi, j'y crois, si ensemble, on arrive à se lever le matin en disant « Ok, je vais m'y mettre, et je vais rester, et je vais prendre des coups. » Parce qu'aujourd'hui, le modèle, il continue de dire, là c'est peut-être plus polémique dans ma bouche, le modèle, il continue de dire « Une boîte, c'est fait pour maximiser les profits. Hein. Arrêtons de tourner autour du pot. » C'est pas moi qui parle, c'est le modèle. Est-ce qu'on veut ça? Ou est-ce qu'on veut aller vers ce qui semble vouloir émerger tout doucement? C'est autre chose. On a autre chose à faire quoi que ça. Merci. Je pense qu'on va remercier Dominique à nouveau. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier Midi Minatech by Jen de l'année, le 15 décembre, donc dans 2 semaines, avec une surprise rythmée, mais vous en saurez plus d'ici quelques jours. Les informations seront disponibles sur le site de Giant. Voilà, donc oui. Si je peux me permettre, le 7 décembre prochain, nous avons la journée de la paix économique. Si vous allez sur le site de la chaire, c'est gratuit. Il y a une conférence le midi, des ateliers l'après-midi aux archives municipales et une conférence le soir. C'est parfait pour combler notre vide au niveau du Midi Minatech. Merci beaucoup Dominique. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver en bas. Vous pouvez continuer les discussions avec Dominique au rez-de-chaussée. Et puis, nous vous remercions de bien vouloir respecter vos réservations de sandwich ou de non-réservation. Merci et à dans 15 jours. Bonne journée.